Bonjour à tous, merci pour votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé et bienvenue à ce webinaire intitulé Localisation éco-responsable de vos bureaux. Mon nom est Sarah Berkane, je suis coordonnatrice pour le groupe Entreprises en santé et je suis en compagnie de notre conférencière Amandine Rambert. Bonjour Amandine. Bonjour Sarah. Alors Amandine Rambert a rejoint Vivre en Ville en 2012 pour développer le volet localisation des activités et en particulier son impact sur les déplacements. En plus de mandats de conseil et d'accompagnement, elle coordonne aujourd'hui des projets sur la localisation éco-responsable des entreprises, mais également sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Elle a précédemment travaillé à la ville de Paris sur la coopération entre la ville-centre et ses banlieues, avant d'exercer comme consultante en urbanisme à Gatineau. Avant de commencer, je vous invite à regarder au bas de votre écran le menu d'options de la plateforme de webinaire. Vous pourrez utiliser la section questions et réponses pour nous transmettre vos questions par écrit. Nous prendrons un moment à la fin de la présentation pour répondre à toutes les questions reçues. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à Amandine. Merci, bonjour à tous. Donc, c'est ça, je suis urbaniste de formation et je viens vous parler de localisation éco-responsable des bureaux. Mais avant, un petit mot sur Vivre en Ville. On est une organisation d'intérêt public à but non lucratif qui travaillons à, dans le fond, transcrire les principes du développement durable en aménagement du territoire et dans le développement de collectivités viables. On travaille à différentes échelles, aussi bien à l'échelle de la région, du quartier, du bâtiment et de la rue. Et on a une expertise multidisciplinaire dans différents champs, aussi bien en économie qu'en aménagement du territoire, design urbain, transport actif, mobilité, etc. Parmi nos activités, on a beaucoup des questions de recherche et diffusion de savoir et notamment la publication que vous voyez à droite sur la localisation éco-responsable des bureaux que je vais vous présenter aujourd'hui. On a aussi des activités de conseil, accompagnement, formation depuis de nombreuses années, surtout avec des municipalités et puis de plus en plus avec des entreprises et des promoteurs notamment. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de bureaux, puis pour mettre la table un petit peu, ce que j'appelle bureau, ça va être vraiment des activités qui nécessitent peu d'équipement, essentiellement informatique, et donc avec une densité élevée d'employés et des interlocuteurs qui seraient plutôt des professionnels. Ce qui fait en sorte que ce seraient des activités compatibles avec la proximité d'habitation. Et s'il y a des activités autres du type industrie logistique ou recherche, par exemple, il faudrait que ce soit vraiment minoritaire en termes de superficie dans le bâtiment. Le contenu que je vais vous présenter a été développé grâce au soutien de nos partenaires et notamment le Fonds d'action québécois pour le développement durable et la communauté métropolitaine de Montréal. Quel est le lien entre la localisation éco-responsable et la santé? Dans le fond, une entreprise qui veut intervenir sur la santé, elle peut soit partir de la situation existante et mettre en place des mesures pour améliorer la santé de ses employés au jour J, ou alors elle peut intervenir en amont dès le choix de localisation de ses bureaux. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au moment de déménager ou d'ouvrir un nouveau bureau. Ça va être important de l'avoir en tête. Comment la localisation contribue à la santé? D'abord, elle va favoriser l'activité physique pour le navettage et les déplacements professionnels des employés. Ne vous inquiétez pas, c'est la diapositive avec le plus de texte de toute la présentation. Donc, ça vous fera une trace si vous recherchez des éléments. Donc, dans le fond, la localisation va avoir un effet positif si elle permet des navetages plus courts ça va permettre d'avoir des déplacements moins motorisés, davantage des déplacements actifs ou en transport en commun, mais qui vont favoriser également la marche. Puis, ça va aussi diminuer les émissions de gaz à effet de serre en lien avec les transports. On sait par exemple que le navettage long et notamment dans un contexte de congestion, ça va avoir des impacts sur le stress et la santé mentale. Il y a des études qui montrent que ça affecte la productivité, tandis que l'activité physique au quotidien, même modérée comme la marche ou le vélo,
ça va au contraire encourager la productivité. Donc, finalement, c'est la plus grosse plus-value de la localisation, ça va être par rapport aux déplacements générés. Mais aussi, ça peut être en lien avec le lieu dans lequel va s'intégrer le bâtiment, lieu qui peut offrir un cadre favorable aux saines habitudes de vie. S'il y a, par exemple, des commerces, des destinations du quotidien, des restaurants, bureaux de poste ou autres activités de proximité juste à côté du milieu de travail et que les employés peuvent y aller à pied, ben, ça va les encourager à marcher pour s'y rendre le midi ou le soir après le travail. Et ça peut aussi leur donner accès à un gym ou d'autres lieux d'activité physique ou tout simplement un parc où ils peuvent courir. Puis ça va faire en sorte que ça va être plus facile de faire du sport le midi ou avant ou après le travail. Puis ça va avoir comme co-bénéfice de limiter le roulement des employés si le milieu est apprécié des employés. Enfin, la localisation peut contribuer à la santé si elle permet la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Si elle fait, par exemple, économiser du temps au quotidien, donc plutôt que d'aller faire l'épicerie la fin de semaine, on peut la faire le soir en rentrant du travail. Si le lieu de travail est dans un milieu stimulant et qu'en plus l'employeur permet une souplesse dans les horaires ou même dans les lieux de travail, donc que ce soit télétravail ou travailler depuis un café ou un lieu de coworking, mais ça va favoriser aussi cette conciliation. Et la localisation, ça peut être aussi un moyen pour l'entreprise de concrétiser des valeurs, notamment des valeurs environnementales ou éthiques. Et si jamais ces valeurs coïncident avec les valeurs personnelles de l'employé, on va favoriser son bien-être ou même on entend parler de santé spirituelle favorable à la santé physique et mentale. Donc, en termes de santé, comme en termes d'immobilier, la clé pour l'entreprise, c'est aussi la localisation, selon l'expression consacrée, localisation, 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 et auquel nous, on rajoute le qualificatif d'éco-responsable. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une localisation éco-responsable et comment on arrive à avoir des effets bénéfiques sur la santé, mais aussi sur un tas d'autres paramètres pour l'entreprise. Donc, une localisation éco-responsable, elle va intégrer des considérations environnementales et éthiques dans le choix d'implantation. Et elle va non seulement contribuer à faire en sorte que l'entreprise soit prospère, mais aussi bénéficier à toutes sortes de publics, donc ses employés, son tissu économique, la collectivité et finalement l'environnement. Je vais aller rapidement sur cette diapositive qui montre un peu les grands principes de la localisation éco-responsable. Ce qui reprend un peu ce que je viens de vous dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'entreprise peut utiliser sa localisation comme une vitrine de ses activités, donc en étant par exemple dans un milieu prestigieux qui va refléter son image de marque. Les employés vont passer beaucoup de temps sur leur lieu de travail, parfois plus de temps que à leur domicile, en tout cas temps réveillé. Et donc, si l'entreprise est capable de leur offrir un milieu de vie à part entière, un deuxième milieu de vie, elle va faire en sorte de les garder à l'emploi, puis de contribuer à leur bien-être, évidemment à leur santé, comme je vous l'ai montré tantôt. Une localisation éco-responsable, elle va aussi minimiser l'empreinte écologique qui est liée aux déplacements liés au travail. Si c'est une localisation qui est accessible à beaucoup de personnes potentiellement à pied ou à vélo. Donc ça veut dire d'être au cœur d'un bassin d'emploi et accessible en transport en commun pour les agglomérations qui ont des systèmes performants. Et enfin, c'est un choix qui va contribuer à consolider le territoire, à soutenir le tissu économique et le milieu. Finalement, toutes les études montrent que la localisation d'un bâtiment elle est très sous-estimée, alors qu'en termes d'attractivité et de rétention de la main-d'œuvre, un enjeu vraiment fort ces temps-ci au Québec, c'est le principal facteur d'attractivité, puis ça a des impacts autant sur la productivité, la performance et la compétitivité en tant qu'employeur. Ça va permettre aussi de concrétiser le discours sur l'environnement. Je parlais d'empreinte écologique
tantôt. Une localisation éco-responsable, elle va contribuer à réduire l'empreinte écologique de l'entreprise. On entend beaucoup parler de l'empreinte écologique liée au bâtiment. Et pourtant, à l'échelle du Québec, en moyenne, l'empreinte écologique liée au déplacement que va générer l'entreprise, ne serait-ce que pour le navettage, elle est vraiment dans le même ordre de grandeur et elle continue d'augmenter. Donc, une entreprise qui souhaiterait faire sa part, entre guillemets, sur ce plan-là, a tout intérêt à intégrer la question d'éco-responsabilité dans son choix de localisation. Je parlais de soutenir l'économie locale. Il y a des études qui montrent que dans des pôles d'emploi mixtes, denses et marchables, le fait d'attirer à tous les jours des employés de bureau, donc un grand nombre d'employés au même endroit, ça va créer un marché qui peut soutenir directement des commerces ou des restaurants à proximité. Donc 1000 m² de bureaux soutiennent directement la rentabilité de 150 m² de commerce. Puis ça, c'est vrai dans des milieux urbains, marchables, denses, mixtes, comme je disais, mais ça ne va pas être vrai, par exemple, dans un parc industriel. Et enfin, autre co-bénéfice, ça va favoriser la certification LEED pour les entreprises qui sont intéressées, avec jusqu'à 30% des critères LEED qui sont remplis avec une localisation éco-responsable. Donc concrètement, ça voudrait dire s'installer où? Ça voudrait dire être au centre de tout, au centre du bassin d'emploi, au centre proche des partenaires, fournisseurs, clients, et idéalement pour les agglomérations concernées sur des lignes performantes et efficaces de transport en commun, donc fréquentes et avec une bonne capacité. Et à l'inverse, si le principal argument d'accessibilité de l'entreprise, c'est l'autoroute, ça va être plus difficile d'atteindre tous les critères d'éco-responsabilité. Ça va vouloir dire aussi une entreprise qui peut utiliser sa localisation comme un argument d'affaires, par exemple, pour faire en sorte que ses clients aient plus envie de venir à ses locaux, ou simplement favoriser les occasions d'affaires avec des rencontres informelles dans les restaurants ou cafés du quartier ou dans les lieux de réseautage. À l'inverse, si un employé qui oublie son lunch est obligé de prendre son auto pour aller s'acheter à manger, on va s'éloigner des localisations éco-responsables. Et enfin, si l'entreprise est capable de miser non pas sur le fait d'attirer à ses locaux un chef, d'avoir un tailleur sur place, un gym ou une piscine dans ses locaux, mais qu'elle peut tout simplement miser sur ses voisins parce que dans le quartier, tous ces services-là existent, elle va se rapprocher d'une localisation éco-responsable et faire des économies en se concentrant vraiment sur son core business. Bon, là, c'était la théorie. Puis maintenant, comment on fait pour savoir si son adresse actuelle ou des adresses qu'on envisage sont éco-responsables pour les bureaux? On a créé un indice d'éco-responsabilité à vivre en ville qui s'exprime sur une échelle de 100 et qui permet d'évaluer si un emplacement est éco-responsable ou non. Donc, pour le savoir, on a créé une plateforme web, localisation-écoresponsable.com, où on peut évaluer gratuitement et de manière confidentielle une adresse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre l'adresse. Ça peut être une adresse d'un bâtiment existant, ça peut aussi être un site à bâtir, puisque l'indice il va examiner la situation actuelle et la situation projetée d'ici 5 ans en fonction des projets qui sont annoncés. Donc, l'entreprise va répondre à 20 questions. En moyenne, ça prend à peu près 20 minutes. Donc, c'est à chaque fois des réponses par oui ou par non. Et à la fin, on arrive avec un résultat entre 0 et 100. Ça prend une note de passage de 60% pour considérer que l'emplacement il est éco-responsable. Puis après, il y a plusieurs seuils selon le niveau d'éco-responsabilité que l'entreprise vise, adéquat, remarquable ou exemplaire. Puis, on a 2 indices, en fait. Un indice sur la situation actuelle, puis un sur la situation d'ici 5 ans. À retenir, par exemple, si l'entreprise souhaite localiser son siège social et être, par exemple, propriétaire de ses bureaux pour une longue durée. C'est aussi, donc ça peut être utilisé comme un outil d'auto-certification pour l'entreprise qui voudrait le valoriser dans sa communication, mais ça peut aussi être un outil d'aide à la décision, puisque sur la plateforme, on peut faire les mêmes exercices pour plusieurs adresses et être capable de les comparer
aujourd'hui et d'ici 5 ans. Ça fonctionne uniquement dans la même agglomération parce que la situation va être trop différente et assez peu comparable si on compare par exemple une adresse à Sherbrooke, à Trois-Rivières ou à Montréal et à Québec. Donc c'est seulement pour la même région. Ça peut être utilisé pour une entreprise qui cherche un nouveau local par exemple, qui a fait appel à un courtier immobilier et que le courtier lui a proposé 3 sites, 5 sites ou 10 sites selon. Et qu'elle va pouvoir les évaluer chacun pour prendre en compte l'éco-responsabilité dans son choix final. Évidemment, ce ne sera pas le seul critère, mais je vous invite fortement à l'inclure dans vos critères. Je n'ai pas le temps de vous le montrer en détail, mais je vous recommande vraiment de l'essayer. Puis, si vous le souhaitez, de me faire part de vos commentaires à l'utilisation. Vous avez l'adresse ici, puis elle sera à nouveau indiquée à la fin de la présentation. On sait bien que toutes les entreprises sont différentes, les contextes, la taille de l'entreprise, si c'est une multinationale ou une entreprise locale. Donc, pour préciser un petit peu qu'est-ce que ça veut dire l'éco-responsabilité pour chacune, on a créé des grands profils. Alors évidemment, ça ne prend pas en compte toute la palette des nuances, mais ça permet de montrer quand même certaines différences. Donc, le premier profil, ça va être des plutôt petites entreprises à faible croissance et qui sont vraiment orientées sur les clients. Donc, ça va être par exemple des travailleurs autonomes, des bureaux de services, des entreprises d'économie sociale, on va dire par exemple un bureau de notaire. Sur quoi est-ce que ces entreprises peuvent miser en termes d'éco-responsabilité pour leur localisation? Ça va être par exemple de se démarquer par un ancrage local en étant présent sur place, visible pour les clients au quotidien, ou encore pour s'impliquer dans la vie économique du quartier. Ici, on a l'exemple donc de 4CPA, un bureau de notaire à Gatineau, qui a choisi d'utiliser un bâtiment à l'origine résidentiel pour ses bureaux, pour avoir dans une des maisons allumettes du vieux Hull, qui lui donnait un certain prestige par rapport à sa clientèle. Parmi les pistes d'action, donc, il y avait le fait d'occuper ou rénover un bâtiment ancien dans un centre historique, un peu comme 4CPA. Il y a aussi la possibilité de se regrouper avec d'autres entreprises, que ce soit dans un immeuble collectif, dans des espaces de travail partagés de type coworking ou autre, ou encore de s'implanter à proximité de voisins prestigieux, symboliques ou d'un gros joueur de son industrie. Pour des entreprises qui seraient petites à moyennes, mais qui auraient une forte croissance, avec aussi possibilité de forte décroissance, et donc dont la priorité serait vraiment la gestion de sa croissance, d'être capable d'accueillir et d'attirer suffisamment d'employés pour rester dynamique et compétitif. Donc là, on est dans des entreprises de type start-up, très petites entreprises PME, quelques OBNL à vocation plus nationale. Là, parmi les champs dans lesquels ces entreprises-là peuvent se différencier, se distinguer, ce serait de recruter et retenir ses employés avec un milieu de vie attractif, un milieu de travail attractif, ou encore d'être visible auprès de l'industrie et d'accéder facilement à la communauté d'affaires pour multiplier les occasions d'affaires et être capable d'avoir une croissance qui réponde à leurs objectifs. Ça peut vouloir dire de rejoindre un incubateur qui va offrir toutes sortes de services et des bureaux à moindre coût, de densifier les locaux, développer le télétravail, le travail à distance pour permettre de croître sur place sans avoir à déménager régulièrement, ou d'opter encore pour une formule assez flexible dans la capacité d'accueil des employés. Donc, par exemple, des bureaux ouverts qu'on peut réaménager pour éventuellement densifier et avoir de nouveaux employés. Je ne suis pas en train de dire que systématiquement les aires ouvertes et les bureaux non assignés, c'est absolument vers ça qu'il faut tendre, mais c'est une des solutions qu'on voit de plus en plus s'installer dans beaucoup d'entreprises qui sont très compétitives actuellement. Donc, on a ici un exemple de Sigmund qui est dans le domaine de la communication à Québec et qui a choisi de se localiser juste à côté d'un incubateur et d'équipements universitaires pour favoriser le recrutement de jeunes employés, de jeunes diplômés
et à proximité aussi de toute sa grappe industrielle. Le dernier profil qu'on a défini, ce serait plutôt des grosses entreprises avec une croissance faible à moyenne, qui aurait plutôt une forme d'inertie mais de puissance en même temps, avec une priorité, eux, sur les employés, parce qu'ils ont généralement un très grand nombre d'employés. Donc là, on parle de sièges sociaux ou de bureaux de grandes entreprises, ça peut être des multinationales ou des grandes institutions, à la fois publiques ou privées. Puis, parmi les potentiels d'éco-responsabilité qui vont se distinguer pour ce profil-là, ça va être le fait d'affirmer son leadership sur son industrie avec des valeurs et des initiatives de développement durable plus affirmées, notamment en localisation. Ça peut être aussi de diminuer le navettage automobile en ayant accès à des lignes performantes de transport en commun. Ce qui va aussi avoir pour avantage de limiter les enjeux de stationnement qui sont très présents dans la réalité de ces entreprises-là au quotidien. On a ici l'exemple d'Industriel Alliance qui a choisi de se localiser dans le quartier McGill à Montréal, mais dont toutes les stratégies de localisation dans les villes où l'entreprise est implantée ont été d'avoir des espèces de campus urbains sur les axes qui étaient en train de se développer à l'époque de leur installation là-bas et dans des localisations prestigieuses. Parmi les autres pistes d'action, il y a la possibilité de dissocier les activités de bureau les plus visibles, notamment auprès des partenaires, de celles qui sont peut-être moins essentielles, ou je pense notamment aux activités plus industrielles, production, recherche, qui pourraient être à des endroits un peu moins prestigieux si l'entreprise est capable d'assurer une bonne communication entre ces différentes équipes. Puis à ce moment-là, elle peut miser sur la technologie pour la communication, des nouvelles manières de travailler. Il y a notamment Deloitte à Montréal qui est très connu pour toutes ces pistes d'action-là. Évidemment, c'est pas fermé à ces différentes stratégies, puis les profils qu'on a indiqués ne sont pas étanches. C'est tout à fait possible de combiner les différentes stratégies proposées. J'ai ici l'exemple de Spiria, qui est dans la création de logiciels, qui à Gatineau a décidé de récupérer une ancienne église pour y mettre ses locaux, puis elle se trouve vraiment dans un endroit très attractif pour recruter des nouveaux employés. Et c'est aussi un lieu très important de la vie locale, puisqu'ils accueillent des événements de la communauté et des concerts et autres dans leurs bureaux à toutes les fins de semaine. Fait qu'ils sont devenus vraiment un pilier pour la vie locale aussi, ce qui leur donne une bonne visibilité et une bonne image dans le milieu. Je ne vais pas être capable de développer beaucoup cette question-là, mais il y a évidemment beaucoup d'obstacles qui expliquent pourquoi toutes les entreprises ne font pas dès aujourd'hui des décisions éco-responsables pour la localisation. Il y a des obstacles qui ne dépendent pas vraiment des personnes en place, notamment s'il y a des systèmes de gouvernance compliqués à l'interne, si par exemple les décisions de localisation sont prises à l'étranger depuis le siège social d'une multinationale. Ça va dépendre aussi de l'aménagement de la ville choisie. Alors, si la ville n'est pas aménagée de manière cohérente et à offrir des milieux attractifs, c'est plus difficile dans les choix qui restent. Voilà, il y a toutes sortes d'obstacles externes, puis il y a des obstacles qui sont plus d'ordre interne et sur lesquels l'entreprise va être capable d'avoir un levier. Notamment, il y a le réflexe de choisir le plus faible coût au pied carré, donc qui est quand même le critère principal au-delà de l'échéance et de la superficie pour guider les décisions aujourd'hui. Le fait de prévoir des très grandes ou trop grandes superficies par rapport aux besoins pour anticiper la croissance et éviter les besoins de déménager trop tôt. Le fait de regrouper les différentes activités pour rationaliser le parc et faciliter la communication entre les différentes activités de l'entreprise, notamment les activités logistiques et industrielles. On voit de plus en plus des entreprises qui veulent se faire des gros bâtiments en regroupant toutes leurs activités au même endroit et
pouvoir se permettre, par exemple, d'avoir un bâtiment en ligne, mais à ce moment-là, ce n'est pas forcément les endroits les plus stratégiques qui vont être choisis. Il y a le fait de prioriser le tout à l'auto et d'avoir un stationnement capable de répondre d'offrir une case de stationnement à tous les employés et les partenaires et clients attendus sur place. Le fait aussi de se rapprocher de tous ces employés. Là, dans le temps à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de vous détailler tous ces enjeux-là, mais vous allez pouvoir les retrouver dans la publication Localisation éco-responsable des bureaux, qui peut être téléchargée à la même adresse que je vous ai donnée tantôt pour la plateforme avec l'indice d'éco-responsabilité. Puis, je précise, c'est gratuit aussi au téléchargement. Finalement, si je récapitule un petit peu, les outils que vous allez pouvoir avoir, c'est le guide pratique que je viens de vous montrer et qui va détailler les stratégies éco-responsables de localisation et surtout la manière de dépasser tous les obstacles que risquent de rencontrer les entreprises qui voudraient aller de l'avant avec ça, avec toutes sortes de stratégies qui vont être intéressantes pour dépasser les obstacles et aller vers l'éco-responsabilité, mais avec toutes sortes de co-bénéfices par ailleurs. Et sur l'indice d'éco-responsabilité de l'emplacement à évaluer, vous allez pouvoir y accéder sur le site localisation-écoresponsable.com. Finalement, j'ai été un peu plus rapide que prévu, mais c'est bien, ça va laisser du temps pour les questions. Donc, Sarah, je te redonne la parole. Oui, merci beaucoup Amandine pour ce webinaire très intéressant. Effectivement, donc tu l'as dit, pour aller plus loin et pour plus d'informations, il y a tout sur le site localisation-écoresponsable.com. Alors, il y a également les coordonnées pour te contacter s'il y a des questions auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre aujourd'hui. Je vous mets également à l'écran le lien vers le sondage de satisfaction de ce webinaire, mais et aussi pour tous les webinaires, puis tout ce qu'on peut vous offrir comme thème. N'hésitez pas à participer au sondage. Ça nous permet de nous améliorer, de nous ajuster, de trouver des thèmes qui vous intéressent, des formules qui vous intéressent, des créneaux qui vous intéressent. Donc, je vous enverrai ce lien dans la communication avec également l'enregistrement de ce webinaire et la présentation, la très belle présentation, on peut le dire, très visuelle d'Amandine en PDF. Donc, au maximum d'ici demain matin, vous aurez toutes les informations. Vous pouvez également faire suivre ce webinaire à votre réseau, à vos collègues de travail pour leur donner toutes ces belles informations. Donc, merci beaucoup. Donc, nous allons passer au temps, aux questions. Vous avez, je vous le rappelle, la possibilité de poser vos questions par écrit en utilisant sur la plateforme du webinaire, le petit bouton Q&R ou Q&A en fonction de la langue dans laquelle vous êtes. Donc, vous pouvez poser vos questions directement. Alors, une première question, Amandine. Finalement, est-ce que cet outil que tu as présenté fonctionne aussi pour les régions? Parce que dans les régions, les transports en commun ne sont pas les mêmes que dans les grandes villes ou comme à Montréal, par exemple. Oui, alors absolument. L'outil, il a été designé pour être capable de répondre aux différents enjeux partout au Québec. C'est sûr que là où il y aura la plus grande concentration de bureaux, ça va être dans les plus grands centres urbains, mais il y en a évidemment partout. Et donc, la manière dont l'indice fonctionne, c'est qu'il y a plusieurs questions qui sont dédiées à la question du transport en commun. Mais avant d'y arriver, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui demande si dans la région concernée, il existe un réseau de transport en commun. Et si la réponse est non, dans le fond, le questionnaire saute ces questions-là pour aller directement aux autres questions qui vont concerner l'ensemble des régions. Et l'indice total va être recalibré pour obtenir une réponse sur 100, mais en ignorant les questions sur le transport en commun, ce qui va permettre de ne pas pénaliser les régions qui n'ont pas accès à ces réseaux-là. Et ça, c'est une raison de plus pour laquelle on ne peut pas comparer des indices dans différentes régions si une entreprise ne savait pas dans quelle ville s'implanter, par exemple.
je ne crois pas que l'outil puisse être vraiment le meilleur outil pour choisir entre plusieurs villes. D'accord, merci. Alors pour poursuivre par rapport à cette question aussi, est-ce que il y a des suggestions autres que transport en commun, si c'est pas possible par rapport à la ville, la région où l'on est, comme je pense au covoiturage ou d'autres types de solutions proposées? Oui, donc c'est ça, il y a 20 questions pour obtenir l'indice et il y a plusieurs questions qui sont dédiées à la localisation par rapport au milieu habité et qui vont donner davantage de points aux localisations qui sont vraiment au cœur des endroits les plus denses de la ville et les endroits qui sont les plus favorables au mode actif. Parce que la densité, donc en fait, s'il y a beaucoup de personnes qui habitent proches les uns des autres, ça va être un facteur favorable pour développer le covoiturage. À l'inverse, les milieux plus de, par exemple, maisons unifamiliales avec des rues en boucle ou avec moins d'intersections vont pas favoriser le covoiturage. Donc, d'une part, la question du covoiturage, mais aussi la question des modes actifs. Donc, est-ce qu'il y a une probabilité pour que certains employés puissent, s'ils le souhaitent ou s'ils y sont obligés, se rendre au travail autrement qu'en voiture, à pied, en vélo ou autre, que ce soit sur une base ponctuelle ou régulière. Donc, ça, on va regarder notamment s'il y a beaucoup de personnes à proximité, si statistiquement, d'après le recensement, il y a beaucoup de personnes qui se rendent déjà à pied jusqu'à cet endroit-là. Bon, ça a l'air un peu technique quand je le dis comme ça, mais c'est présenté de manière un petit peu plus intuitive dans le questionnaire. C'est très guidé là, pour obtenir les manières de répondre. Puis après, ça c'est par rapport à la question de l'accessibilité, mais il y a toutes sortes d'autres critères qui reflètent en fait les principes d'éco-responsabilité que j'ai présentés plus tôt dans la conférence. D'accord, merci beaucoup Amandine. Alors peut-être aussi dans la continuité, une autre question. On parle beaucoup pour d'autres raisons, aussi des raisons de conciliation travail-vie personnelle, mais on parle beaucoup de télétravail. Alors est-ce que la solution n'est-elle pas dans le télétravail ou, ou alors est-ce que c'est vraiment dans le rapprochement des entreprises par rapport au domicile des employés? C'est une très bonne question. La question du télétravail, on me la pose souvent. Et en fait, je pense que c'est quelque chose à aborder dans un cocktail de solutions, entre guillemets, qui vont faciliter la conciliation travail-famille pour les gens qui le souhaitent. Mais en fait, on en parle depuis 30 ans de cette question du télétravail, puis on la présente souvent comme la solution ultime à la congestion, au long temps de navettage des employés. Etc. Ou encore à la hausse des prix immobiliers, par exemple dans le centre-ville de Montréal. Et dans le fond, ce qu'on observe dans la réalité, c'est que les entreprises qu'ils mettent en place, la plupart, c'est pour 1 jour ou 2 jours par semaine parce qu'ils se rendent compte que c'est très important d'avoir des contacts au quotidien avec son équipe de travail en personne. Et les gens ont besoin aussi des contacts informels pour travailler, mais aussi juste pour se sentir bien dans son équipe et être capable de parler à un être humain dans la journée. Ça donc, c'est ça. Puis en plus de ça, il y a aussi un autre phénomène qu'on n'avait pas anticipé, mais avec le développement du télétravail absolu, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais 5 jours semaine, c'est que les gens font le choix, de plus en plus de personnes qui travaillent à distance font le choix d'habiter encore plus loin, parfois à 2 heures de route de leur lieu de travail. Et là, finalement, on n'est vraiment plus dans des modèles éco-responsables, pas forcément du fait de l'entreprise, mais ça veut dire que le télétravail n'est pas la solution ultime pour limiter les déplacements qui sont faits au final.
D'accord, très bien, merci. Alors, tu as évoqué très rapidement les prix, les coûts. Est-ce que les décisions immobilières sont contraintes par le budget disponible? Est-ce que les emplacements éco-responsables, est-ce qu'on peut considérer que c'est abordable et réaliste, surtout pour des petites entreprises? Alors ça, c'est une question difficile. Euh, Puis, ben, j'ai préparé des petites diapositives au cas où à la fin, fait que je vais y aller rapidement. Donc l'obstacle du coût, c'est probablement l'obstacle le plus important et le plus visible pour des décisions plus éco-responsables. Effectivement, parce que si on regarde, bon là c'est un extrait de Centris dans la région de Québec qui date d'il y a quelques semaines, puis les localisations les moins chères sont pas toujours dans les endroits les plus éco-responsables de la ville. Et à contrario, ben, les endroits les plus attractifs et les plus intéressants sont souvent, mais pas toujours, ceux qui sont les plus chers. Je ne dis pas toujours parce qu'il y a des régions dans lesquelles ce n'est pas le cas du tout. Par exemple, à Trois-Rivières, c'est l'inverse. Puis, ça dépend aussi évidemment de la classe des bureaux. Donc, des bureaux de type A, B ou C ne vont pas du tout avoir les mêmes prix. Puis là, c'est indépendamment de la localisation, c'est plus l'âge et l'état des bâtiments eux-mêmes. Et donc, si on s'en tient à la question du coût, on risque de s'éloigner considérablement des effets recherchés. Puis ce qu'on va proposer pour dépasser cette contradiction-là, c'est de regarder vraiment le coût d'opportunité, c'est-à-dire de mettre dans la balance pour le choix d'un emplacement, d'une part, le coût au mètre carré ou au pied carré, et d'autre part, les bénéfices attendus à court et à long terme de l'emplacement choisi, en tout cas envisagé. Donc on voit à gauche un emplacement A qui aurait un plus faible coût, mais d'assez faible bénéfice, à la fois pour l'entreprise, les employés et à l'externe aussi, si l'entreprise est sensible à ces questions-là. Et un emplacement B qui serait plus cher, mais avec des bénéfices beaucoup plus importants. Donc là, c'est la partie un peu ignorée dans la décision, la question des bénéfices. Puis ça peut être le fait que d'avoir un emplacement plus visible, plus prestigieux, ça peut faire diminuer les coûts de communication, de marketing, de recrutement, de remplacement des employés, si jamais la rétention des employés arrive à être plus élevée grâce à un choix plus stratégique, je dirais, de milieu de travail de qualité. Puis, ce qui n'apparaît pas dans ce schéma, c'est la question des coûts cachés. Parce qu'on pourrait rajouter en dessous des coûts au pied carré la question des coûts cachés d'une localisation et qui sont encore largement ignorés. Pour l'entreprise, ça va être le roulement des employés. On sait qu'un employé qui part, c'est en moyenne la moitié à 2 fois son salaire annuel pour un départ. Donc, c'est un coût qui est quand même énorme. Et là, l'environnement de travail peut être un facteur aidant pour limiter le roulement. Il y a la sous-utilisation des locaux, il y a les coûts liés au stationnement qui sont beaucoup plus élevés qu'on pense et ce n'est pas forcément une dépense inévitable pour l'entreprise si jamais il y a beaucoup d'autres moyens de transport intéressants pour se rendre sur le lieu de travail. Puis il y a tous les services offerts aux employés. Je parlais tantôt d'entreprises qui offrent sur place tailleur, cafétéria, restaurant, grand chef pour certains, gym, etc. Mais ça, ou même toutes sortes d'autres mesures pour des mesures hors salaire pour que les employés soient plus heureux et aient envie de rester. Si jamais c'est juste l'emplacement et tous les services à proximité qui suffisent, l'entreprise elle aura moins à investir pour le bien-être et la satisfaction de ses employés. Puis les coûts cachés, ils sont aussi pour l'employé, ils sont pour l'environnement, ils sont pour la collectivité. Je ne passerai pas tout le détail, mais c'est des choses qui sont pour certaines chiffrables en termes de coûts, pour d'autres c'est plus qualitatif et indirect. Mais c'est toutes sortes de coûts qu'on ne voit pas et qui pourraient être évités avec des localisations plus stratégiques. Puis à l'inverse, il y a des bénéfices qui peuvent aussi, pour certains, être monétarisés. Je ne vous en donnerai qu'un seul. Pour l'entreprise, si jamais la distance moyenne parcourue par ses employés est plus faible, avec une localisation plus centrale, par exemple, au cœur de son bassin d'emploi, on sait que
la moitié du temps qu'elle va faire gagner en transport à ses employés va être réinvesti dans le travail. Donc, l'employé qui gagne 10 minutes par jour, il va réinvestir 5 minutes dans sa vie familiale ou personnelle. Et en moyenne, évidemment, c'est des moyennes, 5 minutes dans le travail. Et ça veut dire, pour 10 minutes de trajet gagné, ça va faire une semaine de productivité en plus par an pour l'entreprise. Donc, si en étend ça à tous les employés de l'entreprise, ça peut faire une grosse différence à la fin de l'année. Oui, donc en effet, on voit que cela est gagnant pour tout le monde avec ce schéma-là. Alors, pour peut-être une dernière question en écho à ce que tu as brièvement évoqué pour l'entreprise. On le sait, donc au Québec, la pénurie de main-d'œuvre est une problématique rencontrée par beaucoup d'entreprises. Et les entreprises essaient de rester compétitives et attractives, hein. Tu as parlé d'attractivité. Peut-être un conseil alors sur comment mettre en valeur tout ça, si c'est fait ou si c'est en cours d'être fait, pour attirer des talents, pour attirer des candidats, notamment via l'affichage de postes. Mais comment mettre en valeur, quels sont les critères qui sont, selon toi, importants maintenant pour les candidats? Pour être sûr d'avoir compris ta question, ce serait les éléments que les candidats valorisent et qui donnent une plus-value à l'entreprise en tant qu'employeur. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a l'accessibilité qui est quand même très importante pour les employés. La première question, en fait pas la première question, mais une des questions que l'employé va se poser, c'est comment je vais me rendre au travail, combien de temps ça va me prendre. Est-ce qu'il faut que je m'achète une deuxième auto selon les contextes. Donc, si jamais il gagne du temps dans sa journée avec un emploi qui est plus accessible, ça va faire une grosse différence pour lui. Et la question du milieu de travail, il y a certains employés qui sont très sensibles tout de suite et il y en a d'autres qui se rendent compte de cette plus-value plus à la longue. Mais il existe beaucoup d'études sur des déménagements, soit des entreprises qui étaient situées très en périphérie ou dans des parcs industriels et qui déménagent au centre-ville, soit des entreprises qui étaient au centre-ville et qui font le mouvement inverse. Donc, il y a plusieurs études qui documentent quel impact ces différents déménagements ont pu avoir sur la masse salariale, les départs, satisfaction des employés ou insatisfaction selon le contexte. Et ce qui ressort de toutes ces études, c'est la même chose, c'est le fait que les localisations plus centrales, plus stimulantes, avec accès à beaucoup de services à proximité, un cadre agréable et convivial, ça joue énormément sur la rétention des employés et leur bien-être au travail. Ça peut faire passer beaucoup d'inconfort lié au changement, au déménagement lui-même, si c'est sur une longue distance, sur des changements de mobilité qui pourraient être imposés. On a des exemples, par exemple, aux États-Unis, d'entreprises qui étaient dans le bois avec une case de stationnement pour tout le monde et qui ont décidé d'aller en plein cœur du centre-ville de Seattle, par exemple, pour l'entreprise que j'ai en tête, et qui, du jour au lendemain, n'offrait plus de stationnement ou plus suffisamment pour tous les employés. Et puis les employés ont dû trouver d'autres manières de se rendre au travail, donc soit covoiturer, soit opter pour le transport en commun ou autre. Et évidemment, la réaction à court terme, elle est plutôt sur la résistance ou l'insatisfaction. Mais finalement, après quelques semaines et quelques mois de déménagement, il n'y a pas eu de départ, en tout cas pas dans des nombres significatifs. Et les employés se disaient satisfaits du changement parce qu'ils avaient accès à tellement de choses dans leur quotidien depuis le déménagement que finalement le reste ce qu'eux voyaient comme des inconvénients ou des contraintes en fait était pas si important au regard de tout ce qu'ils avaient gagné.
Merci beaucoup, Amandine, pour toutes ces précisions et ces détails. Alors, il est déjà l'heure de vous quitter. Merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire. Amandine, peut-être remettre les coordonnées. Donc, vous avez à l'écran les coordonnées d'Amandine si vous avez d'autres questions. Vous avez également les coordonnées du groupe Entreprises en Santé, notre courriel et notre numéro de téléphone si vous avez des questions d'ordre plus général sur nos webinaires ou le groupe Entreprises en Santé. Alors, un grand merci à toi, Amandine, pour ta présence, ton temps, ta participation pour ce beau webinaire. Merci à vous tous et je vous souhaite une excellente journée. Je tiens à remercier également tous nos partenaires dont les logos apparaissent à l'écran et qui sont d'un grand soutien et d'une grande implication pour notre travail. Merci, bonne journée et à bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir.